Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, Thibaut Boutroux et moi-même serons heureux de vous accueillir ici, à l'antenne de Sud Radio, chaque semaine, chaque dimanche donc, pour partager avec vous notre passion des cryptos. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Thibaut, les collectionneurs de cryptos vous connaissent, les autres pas encore. Vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining, société que nous allons découvrir au fil de ces émissions. C'est ça, et Stéphane, du coup, les auditeurs fidèles de Sud Radio reconnaissent certainement votre voix puisque vous animez chaque soir l'émission Conseil de famille à 19h20 sur cette antenne et vous êtes associé au sein du cabinet de conseil via Wealth Management et accessoirement, si vous êtes ici avec moi, c'est parce que vous avez une appétence toute particulière pour cet environnement fabuleux qui est celui des crypto-monnaies. Et oui Thibaut, et chaque semaine, nous allons échanger autour de cet univers passionnant. Chaque semaine, je serai le candide et vous serez le sachant, je serai le béotien et vous serez l'érudit. Mais avant tout, chaque semaine, nous emmènerons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0. Et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces blockchains, de tous ces tokens, de toutes ces cryptos. Nous en expliquerons le mécanisme et les usages. Nous verrons en quoi tout ceci va changer notre monde. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Si nous étions les frères Bogdanov, cette émission s'appellerait Temps X. Alfred Hitchcock nous inviterait à entrer dans la 4e dimension. Dans cet univers, nous sommes à la fois les personnages du film Ready Player One et de Matrix. Bref, nous vous invitons à découvrir l'Internet 3.0. Car oui, l'univers dans lequel nous allons vous projeter va changer notre monde. Les usages des blockchains et des crypto-monnaies vont faire converger vos rêves les plus fous et nos pires cauchemars. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura 2 parties. Un premier temps, pendant lequel tous les deux, Thibaut et moi, ferons le tour des nouveautés de cet univers passionnant. Et en seconde partie, nous discuterons avec notre invité du jour, Benoît Huguet, qui est cofondateur du Journal du Coin, le média francophone numéro 1 sur ces technologies et surtout l'un des plus anciens bitcoiners, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, français, qui, comme vous pourrez le constater, est un passionnant personnage de l'univers crypto. C'est ça, bon résumé. Et donc, vous l'aurez compris, notre rôle ne va pas être de vous faire un cours de trading ou vous délivrer quelconque conseil en investissement. L'idée, ça va être de comprendre, d'essayer d'aller un petit peu en profondeur dans cet environnement fascinant, d'essayer d'un petit peu de modestement démystifier toutes ces technologies, de vous faire comprendre en quoi il s'agit d'une révolution, en quoi cette révolution est déjà en marche, comment elle va impacter votre quotidien, comment elle va impacter la société. On va essayer, voilà, épisode par épisode, de rentrer dans les détails, de vous faire à chaque fois découvrir une thématique différente et de rentrer un petit peu plus et vous donner pourquoi pas envie d'aller plus loin. Alors en fait, si j'ai bien compris Thibaut, tout a commencé avec le Bitcoin. Expliquez-nous pourquoi et comment. C'est ça. En fait, tout commence en 2008, donc dans le contexte qu'on connaît, 2008, crise des subprimes, crise financière qui va laisser une trace importante dans le monde entier et qui va poser un problème et entraîner une certaine défiance, une perte de confiance envers le système bancaire tel qu'on le connaît actuellement. Et on a des gens qui vont commencer à réfléchir à des alternatives, à se poser, de dire, si demain notre système financier ne répond plus, qu'est-ce qui va se passer? Comment on réagit à ça? Et il y a une personne, un groupe de personnes qui se sont rassemblées sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, qui vont imaginer un nouveau système, une nouvelle alternative qui permet en fait d'échanger de la valeur de pair à pair, donc de particulier à particulier, sans qu'on ait une nécessité d'avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance au milieu de la transaction pour en certifier la véracité. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin nous amène une nouvelle notion qui est celle de la décentralisation. En fait, cette idée de décentralisation est primordiale dans les projets de crypto. En quoi est-ce qu'elle consiste ? C'est ça, la décentralisation, c'est l'un des fondements de cette technologie, mais aussi de cette idéologie. C'est finalement une suite assez logique à ce qu'on peut trouver sur Internet. L'idée de la décentralisation, c'est vraiment de remettre l'utilisateur au cœur du système. La décentralisation, ça veut dire qu'il n'a pas d'entité de contrôle qui va gouverner le réseau. La gouvernance, donc la capacité à prendre des décisions, à émettre des lois, elle est vraiment remise aux mains des utilisateurs du réseau.
Alors, en fait, c'est digne d'un roman de science-fiction, mais en même temps, c'était déjà un peu l'esprit des pionniers de l'Internet de l'an 2000. Moi, j'ai vécu cette période, je suis plus âgé que vous. Sauf qu'en fait, dans cette période de l'Internet de l'an 2000, tous les pionniers de cette époque ont en fait été rattrapés par, au contraire, une hyper-concentration. En fait, les grosses sociétés, les grosses entités ont mangé les petites pour finir par donner naissance aux GAFAM, les fameuses Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., etc. Et nous, qui avions créé des entreprises à cette époque-là, on a été victimes de ça, c'est-à-dire qu'on s'est fait absorber par les plus gros. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'avec ces projets de tokens, avec cette hyper décentralisation que permettent les blockchains, finalement, on rejoue le match et que c'est on se réessaye à cette décentralisation avec l'espoir que cette fois-ci, elle perdure dans le temps. Ouais, c'est ça. En fait, la blockchain et les crypto-monnaies apportent de nouveaux outils qui permettent de faire évoluer Internet et effectivement de reproposer une solution à cette idéologie de départ de liberté, de transparence, de décentralisation qui était effectivement le cœur d'origine d'Internet et de tout ce qui en a découlé. Là où la blockchain et les cryptos réussissent un tour de force, et notamment Bitcoin réussit un tour de force, c'est que le système a été pensé et imaginé de manière à ce que à aucun moment ce soit économiquement rentable pour quelconque acteur de prendre la main sur le réseau et de le contrôler dans son entièreté. C'est plus rentable de le laisser fonctionner et de le laisser aux mains du réseau parce qu'il y a un volet de transparence qui fait qu'on ne peut pas en abuser. Un espèce de cercle vertueux en fait qui pousse tout le monde à aller dans le même sens. Donc c'est en ça que Bitcoin et les crypto-monnaies apportent une évolution qui va permettre de maintenir, je pense, cette décentralisation dans le temps. Passionnant. Nous reviendrons évidemment au fil de ces émissions sur tous ces aspects. En fait, depuis la création du Bitcoin, il y a un peu plus de 10 ans, il s'est passé tellement de choses. Cette décentralisation, elle est apparue dans tellement de domaines. Les métaverses qui ont été rendus célèbres par le changement de nom de Facebook en Meta et le film Ready Player One, dans lequel le héros se promène entre monde réel et monde virtuel. La naissance des smart contracts qui permettent de graver dans les blockchains nos engagements contractuels, des oracles, un peu comme dans Matrix, qui vont permettre d'établir des ponts entre le monde réel et le monde virtuel, la finance décentralisée, les projets d'art numérique, les jeux en ligne. En fait, les champs d'applicatifs sont infinis et ce sont tous ces usages sociétaux que nous passerons en revue au cours de chacune de nos émissions. Et c'est de tout cela et de beaucoup d'autres choses que nous allons discuter avec Benoît Huguet après une petite pause. Nous continuerons donc nos discussions autour de l'émergence de tous ces projets ici à l'antenne de Sud Radio dans Parlons Crypto. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Eh bien, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche donc, pour partager avec vous notre passion des cryptos. Donc blockchain, Bitcoin, métaverse, finance décentralisée, NFT, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Chaque semaine, nous allons passer en revue tout ce qui s'est passé sur le marché des cryptos et de leurs applications. Nous passerons donc tous les deux en revue l'actualité des cryptos et dans la seconde partie de notre émission, voilà, nous allons accueillir un invité. Et cette semaine, Thibaut, nous recevons Benoît Huguet. Oui Stéphane, pour cette première, on a la chance de recevoir Benoît. Il me tenait à cœur d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un ancien, quelqu'un qui est là depuis le début, parce que si je dis pas de bêtises, Benoît dans l'écosystème crypto depuis 2012, donc il a eu la chance de le voir grandir et évoluer cet écosystème. Aujourd'hui, il est actif par le biais de Journal du Coin, un des hommes clés de Journal du Coin, qui est le principal média crypto en France, donc il joue un grand rôle dans la pédagogie. Et voilà, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir son témoignage sur l'évolution de tout cet écosystème de 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc presque 10 ans de recul sur une technologie qui n'en a que 12, donc c'est hyper intéressant. Benoît, merci beaucoup pour la confiance que vous nous témoignez en nous retrouvant aujourd'hui pour cette première. En fait, Benoît, je voudrais commencer par mieux vous connaître, bien sûr, et connaître votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui ? Merci pour l'invitation. Alors moi, je suis arrivé essentiellement par hasard, mais pas tellement un hasard. J'avais fait des études d'économie et de droit.
qui finalement ne m'ont jamais vraiment servi. Mais ensuite, je me suis mis à voyager et j'ai été joueur de poker professionnel quelques années. Alors c'est peut-être cet aspect, on va dire, un peu plus débridé par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'une gestion du risque et des fluctuations. Et surtout, j'ai vécu en Argentine. Et en fait, c'est par le biais de l'Argentine, en 2012, que j'ai découvert en fait l'inflation. Mais il y a une immense différence entre la découvrir dans les livres ou la vivre. Et c'est peut-être ce parcours fait à la fois d'études d'économie et de droit, ce rapport finalement aux statistiques et aux jeux d'argent, et l'aspect sociétaire qui m'ont amené à Bitcoin. Alors comment est-ce que spécifiquement vous vous êtes pris de passion pour cet univers des cryptos? En fait, quand, comment et pourquoi? Quel a été le déclic? Alors vous évoquiez l'inflation, mais comment est-ce que vous êtes arrivé là? Alors, j'ai pour habitude de dire qu'on n'arrive pas toujours à la vertu en droite ligne. Donc, mon premier intérêt pour Bitcoin, il a été financier. C'était un investissement. Je voulais réinvestir une partie de mes gains modiques dans un support qui me paraissait pertinent. Alors, pourquoi il était pertinent? Parce qu'à cette époque-là, je m'intéressais quand même à la monnaie. On ne s'intéresse pas à la monnaie généralement parce qu'on est avec, on vit avec, on la consomme. Et tant que tout va bien, en général, on ne se pose pas de questions. Et d'ailleurs, c'est la meilleure approche, mais ça suppose que tout aille bien. Or, en Argentine, tout ne va pas franchement bien. Donc, il y avait des contrôles de capitaux. C'était difficile en étant payé en pesos, on ne pouvait pas, par exemple, rapatrier son épargne dans son pays d'origine, par exemple la France. Donc, j'étais familier à ces problématiques qui sont celles de millions de personnes dans le monde, mais dont on ne se rend pas forcément compte quand on est français, qu'on vit en France. Quand on a un système monétaire qui va bien, on ne s'en rend pas compte. Et donc, du coup, j'ai investi. Alors, pour la petite histoire, ce qui plaira à tout le monde, c'est que ce premier investissement, alors je l'ai fait sur une place de marché française qui s'appelait Bitcoin Central à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Paymium, avec un Bitcoin à 10 euros. Bon, voilà, alors ça fait rêver, on les achète comme on achèterait des petits pains, donc je suis très heureux. Bon, sachez que ça se vend aussi très bien quand on a fait x4, donc ce qui est une erreur a priori incommensurable, mais bon, personne ne sait à l'avance de quoi demain sera fait. Mais voilà, le mot c'est, moi, en fait, à travers cette année, parce que je suis arrivé fin 2012, et donc l'année 2013 a été extraordinaire, elle a été composée de 2 bulles financières, un premier x10 et un second x10, donc on se retrouve à faire x100, sans vraiment savoir pourquoi. La réalité, c'est que je ne maîtrisais absolument pas cet écosystème à l'époque, mais j'ai eu la conviction que j'étais face à quelque chose de grand. Et c'est là que j'ai réalisé que changer la monnaie, en fait, c'est vraiment changer le monde. C'est-à-dire qu'il y a des millions, des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes qui sont otages, finalement, de systèmes monétaires et financiers, mais complètement défaillant. Et alors défaillant, c'est une façon polie, mais ça peut être corrompu, ça peut être... Enfin, c'est catastrophique. Et donc, on va prendre plein de populations, mais l'Argentine, le Venezuela, on peut prendre plus récemment le Liban, qui est en train de vivre des épisodes monétaires intéressants. On va prendre la Turquie, on va prendre beaucoup de pays africains, en fait, où finalement, les individus sont un peu à la merci des fluctuations économiques et monétaires de leur pays. Et finalement, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette condition-là? Ben, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez vraiment des moyens, vous pouvez essayer de diversifier en accédant à des actifs, on va dire, valables de type immobilier. Le problème, c'est que dans ces économies sinistrées, il n'y a pas d'accès à l'emprunt. Soit vous essayez de voyager, mais ça suppose d'avoir les moyens de voyager. Soit c'est compliqué. Et donc, vous pouvez effectivement vous intéresser à Bitcoin et aux alternatives monétaires qui, à ce moment-là, vont avoir beaucoup de sens. Il y a un côté révolutionnaire dans ce que vous décrivez. Eh bien, pour moi, effectivement, les crypto-monnaies sont un outil d'émancipation. C'est-à-dire que ça n'a pas été créé pour rendre les hommes riches, même si on le souhaite tous. C'est surtout créé pour les rendre libres. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, tu es rentré sur un Bitcoin à 10 euros en 2012. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. 10 ans, c'est à la fois très peu et à la fois énorme hein, dans un écosystème comme le nôtre. Est-ce que quand tu es rentré, voilà, tu as dit que tu as eu la sensation en 2013 d'assister à quelque chose de grand. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne la dimension que ça a aujourd'hui aussi rapidement? Parce que finalement, ça a quand même été assez vite. Et comment tu vois, en fait, comment tu analyses toute cette évolution? Alors, pour savoir si j'avais anticipé cette évolution, j'en avais peut-être rêvé. Est-ce que j'avais cru
à mes rêves? Eh bien, probablement pas, et je m'en veux encore aujourd'hui. Il faut avoir la force de croire à ses rêves. Je ne sais plus quel est le sage qui dit ça, mais en ce qui concerne Bitcoin, c'est vrai. Et donc, par exemple, le fait que ce soit la monnaie officielle d'un État promu par son président, alors ça, j'aurais pu en rêver dans mes rêves les plus fous, mais je pense que je ne l'avais même pas pensé. Je devais avoir une approche relativement naïve, c'est-à-dire, c'est souvent l'approche des débutants, c'est qui se concentre sur le court. Et finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais ce qui est plus important, c'est l'adoption par les individus. Quels vont être les grands groupes, les États? Est-ce qu'on va avoir du Bitcoin au bilan des banques centrales? Ça serait un autre rêve que j'attends de voir. Pas tout de suite, ça. Et c'est pas tout de suite, mais il est plus interdit. C'est-à-dire que donc non, j'avais pas anticipé. Si j'avais anticipé, j'en aurais acheté beaucoup plus. J'en aurais jamais vendu. J'aurais pas fait des erreurs lamentables que j'ai faites. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire bon, je suis pas forcément compétent pour savoir ce qu'il faut faire. Par contre, je suis extrêmement compétent pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en général, je l'ai fait et ça ne marche pas. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser sur ce qu'il ne faut pas faire, ça, par contre, c'est mon domaine de compétence. Donc, oui, on aura plein de questions de cet ordre-là. Donc, tu as vu l'écosystème et le paysage des crypto-monnaies évoluer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on parle de crypto-monnaies dans cette émission, alors que moi, j'aurais plutôt tendance à parler de crypto-actifs. Peut-être que c'est le biais que nous donne la discussion qu'on a autour du Bitcoin aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'autres usages que ceux de la monnaie au travers de ces crypto-actifs. Et c'est tout cela, les autres usages aussi, qui nous intéressent. Et donc, très précisément, quelles ont été les principales étapes de l'évolution des cryptos? Donc, on part du Bitcoin. On arrive aujourd'hui à un écosystème qui est un écosystème extrêmement large et qu'on va décrire au fil de ces émissions. Mais ça a été quoi, pour toi, les principales étapes? Vous avez raison, Stéphane. Quand je dis crypto-monnaie, je suis peut-être un boomer des crypto-monnaies et du Bitcoin, parce que effectivement, crypto-actif serait sans doute plus juste. Ça ne se réduit pas à la monnaie. Et moi, je suis arrivé dans un aspect effectivement qui était purement monétaire et dans lequel il n'y avait pas beaucoup de variété sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y avait Bitcoin était roi. Il l'est certainement encore, mais il a une cour qui est plus généreuse. Et donc la première étape, ça a été, on va dire, les copier-coder. C'est ce que j'appelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vu le succès de Bitcoin. Forcément, c'est une transformation où Bitcoin, il faut savoir qu'à l'origine, ne vaut rien. C'est-à-dire que son cours est à zéro. On se les offre, on les mine pour une... Alors moi, je n'ai pas connu ça malheureusement, parce que même si je fais partie des premiers, il y avait des plus premiers que moi. Donc je n'en ai pas eu gratuitement, je n'en ai pas miné avec mon ordinateur. Je suis arrivé juste après, où finalement les cartes graphiques ne marchaient plus. Il fallait du matériel spécialisé, des ASIC, des choses que Thibaut connaît très bien. Mais voilà, mais j'ai quand même vu cette variété. Donc Bitcoin passait de seul candidat à des centaines. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a plus de 15 000 crypto-monnaies. Bon, tout ce qui brille n'est pas d'or, donc il y aura sans doute, on parle d'explosion cambrienne, c'est-à-dire qu'à l'image de la vie qui se multiplie et qui parfois connaît des contre-coups, ça va, ça vient. Mais le sens de l'évolution va quand même vers la diversité, donc la diversité des crypto-monnaies. Il y a eu aussi en 2017, alors j'ai connu les hivers. C'est-à-dire que parfois, il y a des phases de purge. Donc, un hiver dans les crypto-monnaies, on appelle ça un bear market. Ça peut durer un an et demi. On voit les marchés qui baissent de 80 à 90%. Et ça vous amène à la raison, finalement. C'est là qu'on comprend qu'il faut fractionner son entrée dans le temps, chose qu'on ne fait jamais, qu'il faut faire en fonction de ses moyens. En fait, le bon sens est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a eu la furie des ICO, les levées de fonds en crypto-monnaie. Période de l'histoire qui était assez intéressante, car il y avait plus de l'argent en crypto-monnaie que de projets. Ce qui est étonnant et ce qui est assez rare, et c'est glorieux pour les porteurs de projets. Vous arriviez avec une idée et elle était financée en crypto-monnaie. C'est comme ça qu'est né Ethereum, la seconde crypto-monnaie. Avec une dimension sociétale, pour le coup, qui est absolument passionnante, qui permet à chacun d'entre nous, avec des moyens extrêmement modestes, de pouvoir faire du capital investissement. En fait, on a toujours en tête que le capital investissement est réservé à des fonds d'investissement qui disposent de moyens illimités. Et en fait, ce qui est absolument passionnant dans cet univers des cryptos, c'est que là aussi, on se réapproprie l'économie et l'investissement dans des entreprises à des stades qui sont extrêmement précurseurs, avec extrêmement peu de moyens. Donc, ça contribue là aussi, j'allais dire, à chacun d'entre nous, à la capacité de redynamiser l'économie, réinvestir dans des projets. Avec Thibaut, on va évidemment, dans des émissions ultérieures, évoquer ces ICO, mais c'est pour moi un pan absolument primordial de cet univers des cryptoactifs.
C'est absolument exact. Si on prend l'exemple de Ethereum, qui est la seconde crypto-monnaie sur le marché, qui est actuellement est valorisée aux alentours de 500 milliards de dollars. Alors, les cours fluctuent, donc c'est à prendre avec des 10% près, des 20% près, mais c'est des sommes très conséquentes. Eh bien, cette idée, qui était portée par Vitalik Buterin, entre autres, et d'autres chercheurs, n'aurait jamais été financée par des banquiers traditionnels, probablement pas par le crowdfunding. En fait, il n'y aurait eu aucun autre moyen que d'investir en Bitcoin et de financer cette idée-là, qui a été financée pour 18 millions en 2014 et qui s'est appréciée par plus de fois 1000. Donc, c'est cet aspect libéralisation de certains secteurs d'activité. En fait, et même c'est rendre aux individus un certain pouvoir monétaire et financier qu'ils n'avaient pas. Et c'est quoi l'avenir pour toi de cet univers-là? C'est-à-dire que, encore une fois, ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est la dimension sociétale des choses. C'est de savoir, Oui. c'est de comprendre en quoi est-ce que ça va changer le monde. Donc, on a évalué la capacité de Bitcoin à changer l'univers monétaire, c'est-à-dire à permettre, dans certains pays, par exemple, où la monnaie n'a plus de valeur, d'avoir valeur d'échange et donc de retrouver finalement une espèce de substitut à la monnaie. Alors, est-ce que ça va se généraliser sur le reste de la planète? Est-ce que ça va permettre au Bitcoin de prendre de la valeur, etc. Ça, c'est la dimension, j'allais dire, refuge ou monnaie du Bitcoin. On a évalué la capacité de chacun d'entre nous à investir au travers de ces fameuses levées de fonds qu'on appelle des ICO dans l'univers des crypto-actifs, à intervenir très tôt dans la vie des sociétés et donc d'espérer en tirer un revenu. Mais si tu devais faire la liste des principales évolutions sociétales autour de ces crypto-actifs, quelles seraient-elles? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai observé? C'est que chaque année apportait son lot de nouveautés. Donc, on a vu l'aspect monétaire, vous l'avez dit. On a vu l'aspect financier un petit peu plus avec Ethereum et donc la finance décentralisée, où on voit que comme un étudiant peut monter un site web et avec, par exemple, Facebook ou d'autres révolutionner des médias, en fait, les étudiants maintenant peuvent créer des banques. Ils peuvent programmer des banques. Donc, ça, c'est quelque chose que Bitcoin ne permettait pas. Attends, ça c'est absolument passionnant. Tu es en train de nous dire aujourd'hui que, comment tu appelles ça, la finance décentralisée Oui. est un outil qui permet à chacun d'entre nous de créer une banque. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, quelque part, il y a des places de marché centralisées qui font un très bon travail pour permettre l'adoption des crypto-monnaies. Mais ensuite, on a vu cette valeur première de la décentralisation, qui est une valeur, en fait, de résistance à la censure et de sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire plus confiance à quelque chose qui est décentralisé parce qu'il a moins de chances de s'effondrer. Et ensuite, il y a l'aspect programmable de la monnaie. Ça, c'était plus le combat d'Ethereum et de ses successeurs. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant, il y a des places de marché. On pouvait voir ça comme des banques sur lesquelles certains échangent des titres, ou on peut voir ça comme le CAC 40 quelque part, qui va non plus être sous la forme d'une institution et gardé par le droit, mais qui va être sous la forme d'un programme informatique et qui va être protégé par des lignes de code. Et la propriété d'un programme informatique libre de droit, eh bien, c'est que n'importe qui peut le rédiger, et derrière, n'importe quel autre utilisateur va pouvoir interagir sans intermédiaire. Et donc, en pratique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des développeurs qui programment des institutions financières que n'importe qui dans le monde peut utiliser. Et donc, je pense, alors là, ce sont des mots que peut-être tout le monde ne connaîtra pas, mais on va dire à Uniswap ou à Curve, et en fait, qui sont des programmes informatiques qui contiennent en leur sein plus de 20 milliards environ en crypto-monnaies qui sont échangés automatiquement, sans intermédiaire, de façon presque, quand on n'y connaît rien, magique, mais en fait très efficace et fonctionnelle. On a réinventé les banques centrales et donc demain ou aujourd'hui, si moi j'ai de l'argent, des crypto-actifs, ce que tu es en train de nous expliquer ou ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on peut aller placer ces cryptos, non pas dans le monde réel, dans lequel ils n'ont pas cours, mais dans cet univers virtuel et qui vont pouvoir me rapporter encore plus de crypto-actifs. En fait, je vais pouvoir placer du Bitcoin pour avoir encore plus de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont m'emprunter des Bitcoins contre des intérêts. Voilà, vous avez bien résumé en fait. C'est-à-dire que Bitcoin a révolutionné le marché des banques centrales et on va dire que Ethereum et ses successeurs et les smart contracts révolutionnent le marché des banques commerciales finalement, avec des apporteurs de liquidités, des emprunteurs, des taux d'intérêt. Quelque chose d'étonnant, mais de fantastique. Il nous faut conclure. Une conclusion, Thibaut? Non, c'est ça, mais finalement, en fait,
on n'invente rien, par contre on réinvente la façon de s'approprier ces outils parce que la finance décentralisée va réutiliser des mécanismes qui existent dans la finance traditionnelle, parfois les pousser un petit peu plus loin, mais elle va se les réapproprier et donner un accès beaucoup plus simple à tout à chacun. Alors aujourd'hui, les plateformes ne sont pas encore très intuitives, il y a encore un gros travail à faire à ce niveau-là, et ça passera, je pense, par cette expérience utilisateur plus fluide pour une adoption massive. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des systèmes qui sont, de par leur nature, directement internationaux. C'est-à-dire que c'est de la finance qui va pas faire de différence, qui va pas faire de discrimination, sur laquelle il va pas y avoir de frontières, que vous soyez au fond de l'Afrique, au fond de l'Asie ou en Europe. Vous pouvez avoir accès à ces outils, vous pouvez faire des emprunts. Pour nous, occidentaux, qui avons un système financier qui est ce qu'il est, mais qui globalement fonctionne, ça ne nous parle pas forcément, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié des gens aujourd'hui qui ne sont pas bancarisés et pour lesquels, eux, ça change réellement la donne. Bon, il va falloir réguler tout ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Benoît. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup de votre confiance Benoît et d'avoir participé à cette première émission. Merci Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants. On se retrouve tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de blockchain ou de crypto vont littéralement changer notre monde. La semaine prochaine, nous recevrons Julien Henro-Diaz, président et fondateur de Descoin, une plateforme d'achat de crypto-monnaies 100% française. En attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine.